Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, Si on parlait cinéma en version indienne, d'un festival de cirque qui joue les équilibristes avec le Covid et de la drôle histoire de l'entreprise Red Light rachetée par celui qui l'avait vendue. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Gilles et Charline Candillian. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes venus en famille nous parler de cirque. Gilles dirige l'école grenobloise Vitanime. Et puis Charline participe au festival dont on va parler dans quelques instants. En face de vous, Sonia Rano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Grenoble Indian Film Festival dans sa version originale qui a lieu également en cette fin de semaine à Grenoble. Et puis, dernier invité de cette émission, Benoît Laval, bonjour. Bonjour. Benoît, vous êtes chef d'entreprise, trailer de haut niveau, organisateur également d'événements sportifs. Vous avez réussi cet été une opération qui n'est pas banale dans le monde des affaires. Vous avez racheté votre propre entreprise après l'avoir vendue il y a 4 ans à un grand groupe, Rossignol en l'occurrence. C'est un peu, j'ai envie de dire, comme un couple qui se remarierait après avoir divorcé. Ça n'arrive pas souvent. C'est pas l'histoire qu'on a voulu écrire, mais disons que les projets qui devaient se développer avec le Rossignol ne se sont pas passés, et vu la conjoncture, ça a arrangé Rossignol de s'en reséparer, et je pense que j'étais le plus à même de relancer Red Light en cette période malheureusement de crise pour tout le monde. Mais demain ira mieux et tout le monde s'en relèvera. C'est vrai que vous connaissez bien cette maison puisque vous l'avez créée en 1999 à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à côté de Grenoble. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'équipement pour la pratique du trail. Donc on fait des vêtements, des sacs à dos, des chaussures, effectivement, pour courir et particulièrement dans le trail. On a aussi la marque Vertical où on fait des vêtements, des sacs à dos pour la randonnée, ski de randonnée, alpinisme. On est à Saint-Pierre-de-Chartreuse, au cœur des montagnes, pour pouvoir tester nos produits et pour que nos clients puissent venir les tester. 1000 mètres d'altitude, une demi-heure de Grenoble, magasin d'usine ouvert 7 jours sur 7. 99, le trail n'avait pas encore explosé en France. Vous aviez senti qu'il y avait un filon qui allait se créer? Alors c'est soit de la chance, soit de l'opportunité, mais effectivement, je faisais déjà moi-même du trail et on a aussi participé à développer l'activité avec d'autres marques et bien sûr d'autres organisateurs de courses. Et effectivement, il fallait être là au bon moment et au bon endroit. Et on a su tirer notre épingle du jeu en étant la petite marque qui a continué de grandir au fur et à mesure du développement du trail. Une petite marque qui a donc intéressé les gros, puisque Rossignol, c'est 350 millions à peu près de chiffre d'affaires. Je crois que vous en faisiez 7 à l'époque, ou en 2016, où Rossignol vous a racheté. En général, quand un gros rachète un petit, le petit disparaît dans la masse. Le dirigeant de la petite entreprise est remercié assez rapidement derrière. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous avez quitté Rossignol en 2019, votre entreprise Red Light reprise par Rossignol. Voilà, c'est tout expliqué. Et puis cette année, j'ai proposé de reprendre et comme j'expliquais, ça a arrangé Rossignol et ça nous a arrangé nous aussi. Et donc nous voilà repartis. Alors concrètement, on repart 2 fois plus petit qu'il y a 4 ans. Mais 2 fois plus petit. L'année dernière, Red Light a fait un chiffre d'affaires de 8 millions. Comme tu as cité, ça faisait 7 il y a 4 ans, donc ça n'avait ni baissé ni vraiment grandi. Et là, avec le Covid, on repart sur 4 millions d'euros, avec l'objectif de atteindre les mêmes niveaux qu'avant en 2-3 ans, selon les perspectives économiques que personne ne sait dire aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai que la période est plutôt incertaine. J'imagine qu'on vous l'a demandé. Est-ce que vous l'avez racheté aussi cher que vous l'avez vendu? Les perspectives n'étaient pas les mêmes et les chiffres que j'ai expliqués juste précédemment montrent que les choses n'avaient pas la même valeur, effectivement. Voilà. Vous avez dû faire une bonne affaire, on s'en doute, quand on rachète une entreprise qu'on a vendue quelques années après, quand elle est dans la difficulté. Je pense que sur le coup, vous êtes pas perdant. C'est secret, j'imagine, quand on... C'est des chiffres qui sont confidentiels, mais effectivement, une fois, il suffit de regarder les perspectives. C'est ce qui donne les valeurs des entreprises et on n'est pas dans les mêmes perspectives aujourd'hui qu'on l'était en 2016.
vous n'êtes pas non plus dans la même logique que Rossignol qui avait fait le choix de quitter le site d'origine de Saint-Pierre-de-Chartreuse. En fait, non, Red Light n'a jamais quitté Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais la communication a été assez mal adaptée. Ce qui avait fermé, c'était l'atelier Made in France à Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais le magasin et les équipes sont toujours restés à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et on a pour projet de rouvrir notre atelier de Made in France courant de l'hiver pour recréer une gamme pour l'été prochain en Made in France avec maillots, shorts, sac à dos fabriqués à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour l'été 2021. Voilà, on voit les images de l'entreprise qui n'a pas bougé, donc le bâtiment est toujours là. Pour ceux qui connaissent le village, il est juste à quelques dizaines de mètres de la place principale, dominée par Chamchaud et le Grand Son. C'est aussi une culture d'entreprise d'être installé dans un petit village de montagne. C'est un choix pour nous qui travaillons et qui habitons, c'est un choix de cadre de vie. C'est aussi un choix pour que nos clients puissent venir tester les produits depuis chez nous. On a des douches, des vestiaires, des parcours qui partent depuis chez nous. C'est un vrai choix. Parce que vous l'avez dit, la philosophie de Red Light, c'était de faire évoluer les produits, la gamme, avec les pratiquants. Ça, vous allez rester dans cette logique-là ? On reste dans cette logique avec un team ouvert à tous. Donc plutôt que de miser sur l'élite, on mise sur la masse. Et nos produits sont faits pour des coureurs de tout niveau. Et donc on les conçoit avec des coureurs de tout niveau. Donc on va continuer de développer ce team ouvert à tous les clients, tous les coureurs. Bon. Parmi les produits qui feront sûrement parler d'eux pendant l'hiver, mais peut-être aussi pendant l'été, il y a les masques, puisque on le sait maintenant, quoi qu'on fasse, il va falloir sortir masqué. La saison de ski va bientôt commencer. Vous êtes mis sur ce créneau-là pour essayer de développer un produit qui réponde aux normes sanitaires et qui puisse quand même être assez sympa à utiliser. Voilà, donc on est revenu début août, la question des masques s'est posée. Malheureusement, on aurait bien aimé que ce soit terminé, qu'on n'ait pas besoin de masques pour aller courir. Et puis on a réfléchi à un produit, on ne voulait pas faire le même masque que ce que tout le monde faisait, donc on a réfléchi à un produit qui soit utile et pratique à utiliser en courant. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut l'utiliser en tour de cou, le baisser quand on n'est pas au ravitaillement, quand on arrive au ravitaillement, on remet, quand on arrive à l'arrivée. Que ce soit facile, que ce soit à la fois un tour de cou, à la fois un masque filtrant, un masque barrière. 2 en 1, relativement facile à fabriquer. Il est donc fabriqué à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et pour cet hiver, on prévoit d'en fabriquer entre 10 et 20 000 selon les clients, personnalisables à partir de 100 pièces. C'est quelque chose qu'on doit faire homologuer par rapport aux normes sanitaires, ou chacun peut faire un peu comme il l'entend Pas nécessairement. Les normes sanitaires imposent des choses qui sont adaptées aux masques chirurgicaux, aux masques, voilà. Donc le nôtre, on sait que le tissu, c'est un tissu qui est filtrant, qui est fabriqué en France, en Ardèche, qui répond aux normes. L'ensemble n'est pas normalisé, mais l'ensemble est filtrant et protège des virus. On pourra le mettre aussi dans les remontées mécaniques Donc effectivement, on l'a conçu avant tout pour la course à pied, ce qui est notre sport premier. Bon, ça va très bien pour le VTT, et effectivement, il y a un gros secteur pour le ski aussi, pour pouvoir le mettre en tour de cou et le remettre pour les remontées mécaniques, le rebaisser, l'avoir d'accès facile sans avoir de bride autour de la tête ou autour des oreilles. Visiblement, ça reste à destination des professionnels. Vous ne les vendrez pas, vous ne les fabriquez pas à l'unité. On les fabrique aussi, on les fabrique, ils sont tous fabriqués à l'unité et vendus à l'unité, mais vous les personnalisez. On les personnalise et on les vend catégories. aussi sous la marque Red Light sur notre site internet à partir de début novembre. Les clients pourront l'acheter à l'unité sur notre site internet et dans les magasins revendeurs de Red Light. Je fais une petite parenthèse parce que Sonia m'a amené au début de cette émission des masques qui sont également fabriqués en Chartreuse. Alors ils sont pas au Sapé. Le siège est au Sapé. Le siège est au Sapé. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, Benoît. Valsem, ça s'appelle. Je le découvre comme vous. Un masque de loup. Alors, je ne sais pas comment on peut le mettre. Vous allez un peu dans ce genre-là. Voilà. Puis, ça, les oreilles. Et ensuite, on tire sur les deux. Et ça va épouser automatiquement. Ici, sur les fils. Ah oui. Donc, vous tirez sur les fils. Comme ça. D'abord sur les fils. Les fils en bas. Voilà. Tirez sur les fils de chaque côté. Un de chaque côté. Une main de chaque côté. Comme ça. Voilà. Ici, sur les fils. Comme ça. Cela. Voilà. Et ça va épouser. Vous voyez? Voilà. Ah oui. C'est serré.
autour pour épouser la forme du visage. Et après, je referme. Ensuite, on met cette partie-là à l'arrière. Une fois que vous avez tiré là, ici, fixé, tiré, l'autre partie va aller à l'arrière. Et vous serrez. Voilà. Il est trop. Vous devez descendre le. Voilà. Bon, on va dire que Voilà. je ne suis pas le plus doué pour mettre le masque, mais l'idée, c'est que ça ne tombe pas, que ça puisse pas se retrouver dans la rue tous les 2 minutes et que voilà, donc que ça reste pratique et ça reste en place, même avec le vent, c'est vrai. Hein. Et c'est du Made in France. Vous Made in disiez France. que le siège de la société étant en Chartreuse. Vous les connaissez, Sapé, Saint-Pierre, il y a juste le col de porte entre les Je deux. ne connaissais pas, mais de toute façon, il y a de la place pour tellement de... Malheureusement, il y aura tellement de masques à fournir cet hiver qu'on pourra être habillé en loup, tout à l'heure vous aviez en clown, voilà, pour faire du sport et tout le monde y trouvera ses goûts, ses couleurs. Et en tout cas, c'est bien que ce soit fait aussi en Chartreuse. Bravo. Alors, peut-être que la Chartreuse va devenir le siège mondial de la fabrication de masques un peu plus sympas que les masques chirurgicaux qu'on peut voir également utilisés dans la rue. Bon, je vais l'enlever parce que... Juste un mot, puisqu'ils sont quand même sans lavage, 100%, 99% filtration et 100% recyclable. Le but de partir, puisqu'ils sont quand même leaders dans le packaging, c'était de partir vers un masque qui... et toutes ces qualités-là, en fait. Hein, parce que sinon, ça valait pas le coup d'avoir un masque qui se change tous les 4 heures. Oui, et puis voilà. Si on fait le choix de fabriquer en Chartreuse, et je pense que Benoît sera d'accord avec moi, c'est qu'on est quand même à l'écoute des problèmes environnementaux et qu'on essaye d'avoir des produits un peu plus vertueux. Tout à fait. Oui, ça ne demandait pas forcément une réponse, mais c'était juste pour que j'ai le temps d'enlever mon masque. Il coûtera combien le masque, enfin le Red Light? Prix conseillé 20 € pour le client utilisateur. Bon, on le trouvera aussi dans la boutique, puisque vous l'avez rappelé qu'elle reste ouverte à Saint-Pierre de Chartreuse, la boutique usine. Et puis on le trouvera peut-être dès ce week-end sur une épreuve que vous avez importée en France, la Backyard, qui est un concept de course à pied assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, une course de Backyard? Donc c'est une course assez simple, ça fait une boucle qui fait 6,7 km, qui est toute plate, il n'y a pas de difficulté, qu'il faut faire en 1 heure. Mais à chaque heure, ça redémarre pour la même boucle de 6 km à faire dans 1 heure. Donc si vous faites 50 minutes, vous avez 10 minutes pour vous reposer, pour manger, pour boire. Chaque fois, il faut être sur la ligne de départ à l'heure suivante. Et la course dure une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul coureur en liste. Donc l'année dernière, la première qu'on a fait en Chartreuse a duré 41 heures. Et le record mondial a fait 66 heures. Donc en Chartreuse, ça faisait 280 km. Et le record mondial, ça fait 450 km. Donc effectivement, ce week-end, on en organise une avec 15 coureurs seulement, parce que ce sera en simultané avec une trentaine d'autres pays dans le monde, avec dans chaque pays une quinzaine de coureurs qui vont courir les uns contre les autres. Et le 30 octobre, on en organise une autre, cette fois-ci avec 200 coureurs, la Chartreuse Backyard, avec 200 coureurs pour aller le plus loin possible. Et voilà, tout en s'adaptant aux normes sanitaires, donc avec le masque au départ, le masque à l'arrivée de chaque tour. Une grande ligne de départ pour que les gens ne soient pas les uns sur les autres. Et puis voilà. Parcours plat, 6 km 7 en 1 heure, tout le monde est capable de le faire, au moins une fois, voire plus. C'est une course qui se joue, j'imagine, autant dans la tête que dans les jambes? C'est une course qui se joue beaucoup dans la tête aussi. Évidemment, il faut voir le physique, mais effectivement, c'est une course aussi psychologique où les coureurs s'entraident pour aller plus loin, parce qu'une fois qu'il ne reste plus qu'un seul coureur, il ne peut faire qu'un tour supplémentaire. Donc si on veut faire une bonne performance, il faut être au moins 2 pour aller loin. Et puis à la fin, quand ils en ont marre, c'est une guerre psychologique pour éliminer le dernier, parce que bon, où ça va bien, où il faut s'arrêter quand même. Voilà. Bon, l'an dernier, pour la première édition, c'était Maxime Godouin, un jeune trailer de l'Isère, qui donc l'avait emporté avec plus de 275 km, 41 tours, 41 heures de course, et il a inscrit son nom au palmarès. Il sera d'ailleurs ce week-end parmi les 15 élites à courir. Voilà, donc là on a 15 élites qui ont tous un très bon palmarès des courses. Il y en a même un qui a fait un double DK Ironman,
plutôt un Ironman. Donc double DK, j'ai calculé tout à l'heure, ça fait à peu près 60 km de natation, 3600 km de vélo et 800 km de course à pied. Même moi, je ne vois pas bien comment on peut faire ça, mais voilà. Donc on a vraiment des athlètes d'endurance ce week-end à Saint-Laurent-du-Pont pour faire cette course internationale à distance entre les pays avec une connexion internationale. Voilà, si vous voulez aller les encourager, ça va durer assez longtemps, hein. On ne sait pas combien d'heures, mais ce sera au moins le 17, 18, peut-être même le 19 octobre. Ouais, le 19 sûr encore. Ouais. Sûr encore. Ouais. Et puis rebelote le 30, 31 et peut-être le 1er novembre pour la backyard, on va dire grand public, même si grand public, le mot est peut-être exagéré parce qu'il faut quand même être capable d'enchaîner comme ça les kilomètres. Gilles, ce type de sport d'endurance, ça vous branche? Oui, j'ai déjà fait des 24 heures, des marathons, etc. Donc ça me parle bien, oui. Parce que ce soit en VTT ou en course à pied. Bon. La course du 30 est complète, mais je pense qu'il y aura une 3e édition l'an prochain. Et c'est un format qui risque de se développer dans les années à venir. Ouais, il faut tout. C'est différent entre faire un joli trail en montagne ou bien faire une boucle de 3,5 km aller-retour sur les bords du Gué et la répéter 40 fois. Mais effectivement, c'est un autre voyage. Bon, à la fin, ils vont bien connaître le parcours, les participants. Alors, un marathon, vous en avez presque fait un pour organiser votre événement cette année. Gilles, le festival Court-Circuit, festival de cirque, a bien failli rejoindre la longue liste des événements qui ont été vaincus par la crise sanitaire et le Covid. Mais si on vous invite ce soir tous les deux, c'est que ce festival va avoir lieu pour le début des vacances de la Toussaint. Tout à fait, oui. Si ce n'est pas un marathon, en tout cas, c'est un bon parcours du combattant. Ce festival était déjà prévu au mois de juin 2020, donc bien sûr annulé pour les raisons que vous savez. Et il était prévu à Grenoble pendant les vacances de Toussaint ici. Nous étions bien accompagnés par la ville de Grenoble, mais l'arrêté préfectoral, le dernier du 9 décembre, nous a empêchés de monter les chapiteaux dans l'agglomération grenobloise et toute la métropole. Donc nous avons eu le week-end pour essayer de ne pas lâcher et d'essayer de rebondir et de faire vivre le spectacle vivant, parce que c'est notre souhait de faire vivre le spectacle vivant. Il y a tellement peu de spectacles, on profite tellement peu de la scène et de ces moments de bonheur que voilà, on n'a pas lâché. Et on a été accueillis les bras ouverts par Tremplin Sport Formation au domaine de la Brunerie. Et avec l'aval de monsieur le maire de Voiron, du coup... Et on est vraiment très, très heureux de pouvoir accueillir tous ces artistes et tous ces spectacles très, très éclectiques d'ailleurs. Il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment le monde du cirque qui a beaucoup, beaucoup de mal en ce moment. Hein. On en entend parler de plus en plus. On connaît les problèmes dans le monde du spectacle pour la danse, le théâtre, mais le cirque est souvent le parent pauvre. Et ben, on n'a pas voulu lâcher, voilà, et on va le faire. Bon, alors donc ça passe de Grenoble à Voiron, mais la programmation qui était initialement prévue reste la même, Charline. Il n'y a pas de modification. C'est exactement la même chose, les mêmes spectacles, les mêmes horaires. On a tout gardé. On voit là quelques images d'un spectacle de clown. Il y en aura plusieurs au cours du festival. Et ça s'ouvre samedi par des clowns. Là, c'est Johannes qui, lui, sera en scène le vendredi 23 octobre à 19h. On ne peut pas faire de festival de cirque sans clown, c'est pas possible. Ah non, ça c'est sûr. Effectivement, tout le monde les attend, les clowns. Et là, c'est vraiment un spectacle complet de clowns. Donc, ça s'appelle d'ailleurs un one-man clown. Et ouais, Johannes a choisi de faire son spectacle sur le thème du cinéma. Donc ouais, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Pourquoi garder le chapiteau? Puisque c'est un lieu fixe, vous auriez pu faire ça dans une salle de spectacle, Gilles? C'est pas si facile que ça d'avoir une salle de spectacle pour le cirque. Ah oui? Ouais. C'est très très difficile. Elles sont bien souvent monopolisées, encore une fois, par la danse, le théâtre, la musique. Le cirque a vraiment du mal à rentrer dans les salles de spectacle. Et puis quand même, le chapiteau, c'est une belle parenthèse dans la vie de tous les jours. Ce sont des valeurs qu'on a envie de défendre. Et il y a une atmosphère particulière dans le chapiteau, beaucoup de joie, beaucoup de
beaucoup d'émotions et du coup, ça nous tient vraiment à cœur de faire ça sous chapiteau. Oui. Les compagnies qui seront présentes, là on voit un duo, le duo Quilombo qui sera sur scène sous chapiteau le mardi 20 octobre à 19h. Même là, si on les voit dans le cadre d'un spectacle de Russe, ce sont des compagnies professionnelles, c'est des artistes qui ont déjà fait leurs preuves, Charline? Oui, c'est tous des artistes dans des compagnies professionnelles qui ont fait leurs preuves. Il y en a qui viennent de démarrer, il y en a qui ont un petit peu roulé leur bosse, si je puis dire, depuis les derniers mois, dernières années. Il y a aussi des compagnies comme le Cirque Star qui ont encore plus d'années d'expérience. Donc voilà, c'était aussi l'idée de ce festival de rassembler plusieurs types d'artistes avec des expériences différentes. C'est un milieu qui est dynamique, il y a beaucoup de choses qui se créent, le cirque, parce qu'on en a une image parfois un peu figée, un peu stéréotypée des cirques qu'on a pu voir depuis des décennies. On se renouvelle dans cet art, Gilles? Oui, le cirque évolue. Il garde ses valeurs de technicité, je dirais, et d'art de la piste. Il est aussi de plus en plus accompagné par les arts frères comme la danse, le théâtre. Mais le cirque évolue. Il n'y a pas que le cirque avec les animaux, il n'y a pas que le cirque de la magie. Pour nous, on attache beaucoup d'importance à la technicité, c'est-à-dire toutes les familles de cirque, les vraies familles de cirque. Vous voyez, le clown Johannes, il est clown, mais il est acrobate avant tout. Il fait de l'échelle d'équilibre, il fait du vélo acrobatique. Enfin voilà, c'est un vrai métier avec des compétences multiples en fait. Une grosse polyvalence de tous ces artistes. D'ailleurs, chez vous, à l'école de cirque Vitanim, on apprend toutes les disciplines où les enfants viennent avec une idée déjà bien définie de ce qu'ils veulent faire? Alors bien souvent, ils viennent avec une idée bien définie, mais nous privilégions, la polyvalence. Donc ils côtoient toutes les familles de cirque, que ce soit les aériens, que ce soit l'acrobatie, que ce soit la jonglerie, le jeu d'acteur ou le travail d'équilibre sur objet, fil de fer, monocycle, etc. Tout leur est proposé et on fonctionne sous forme de cycle. Et dans chaque partie d'année, il y a 2 temps en fait. Il y a un premier temps où on travaille vraiment cette polyvalence et un deuxième temps où on se spécialise un petit peu. Et chaque année, on recommence. Après, effectivement, quand on est plus grand, on s'aperçoit que le cirque, c'est quand même quelque chose de difficile, de très physique. Et donc, il y a un gros travail de préparation physique, un gros travail d'acrobatie, parce que c'est quand même la base de toutes les techniques. Et puis après, tout le travail de jeu d'acteur, de représentation, de mise en piste, c'est très complet, oui. Charline, même si vous participez à l'organisation, vous serez également sur scène et notamment pour la clôture du festival le dimanche avec ce spectacle qui s'inspire de l'hôpital. C'est aussi d'actualité. Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui s'appelle l'Hôpital du Bonheur et qui se veut anti-morosité dans ce contexte un petit peu difficile parfois où voilà, les habitudes changent et des fois on a besoin de changer les idées. Donc c'est un spectacle qui est né de cette envie de divertir et de faire plaisir. Et vous aussi, vous touchez différents arts du cirque. On vous a vu jongler là Oui, ma spécialité principale, c'est les numéros aériens, notamment la corde volante, c'est moi. Mais oui, c'est important d'être polyvalent et à côté de ça, oui, je jongle, je fais d'autres choses qui me permettent de faire des spectacles comme ceux-là où on est vraiment une troupe sur scène, on peut faire plusieurs numéros ensemble. Alors, ce sera la clôture du festival dimanche 24 octobre. 25 octobre, pardon, avec l'hôpital du Bonheur à Voiron, donc sur le site de la Brunerie. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation, puisqu'il y a des spectacles tous les jours, l'ensemble de la programmation sur le site qui s'affiche vitanim.net. Allez, on va terminer avec un autre festival qui va pouvoir se tenir, le Grenoble Indian Festival, Film Festival. Sonia, même si comme pour Gilles, ça n'a pas été simple sur cette édition 2020. Ça n'a pas été simple. On a mis en avant, on a donné la priorité, bien sûr, à la sécurité. Et puis, on savait que des annonces allaient arriver. Donc, on voulait être en accord avec ça et de ne pas commencer un travail où on allait regretter d'avoir programmé des films dans les salles et puis être obligé de les enlever.
Donc, on s'est dit, on va prendre un film pour l'avant-scène, le samedi 17, et c'est Made in Bangladesh. On a déjà eu son précédent long-métrage pour notre premier festival en 2017, première édition. Et on voulait donc reprendre ce film-là parce qu'il y a quelques années, on a eu cet incendie au Bangladesh dans le milieu du textile sur un bâtiment. Et on a envie de soutenir également des cinéastes. Le film a été présenté en avant-première mondiale au Festival de Toronto. Moi, travaillant en Cannes depuis 20 ans, c'est vrai que c'est important de pouvoir se dire qu'on peut amener ces films sur Grenoble et que l'idée du cinéma indien, ce n'est pas que Bollywood, mais également des acteurs indiens qu'on voit dans ce film-là, mais avec des réalisateurs bangladeshis, avec des réalisateurs également pakistanais, puisqu'on a envie d'aller un peu plus loin. Nos acteurs aujourd'hui traversent les frontières, donc c'était intéressant pour nous d'avoir au moins ce film-là. Ce sera le vendredi 17, donc à la salle de cinéma L'Avant-Scène à L'Avant-Scène, voilà. L'année dernière, on avait fait une très, très belle belle soirée Bollywood à L'Avant-Scène avec un film qui s'appelle Kalank. On avait décoré magnifiquement bien la salle. Cette année, tout change, tout est différent. Donc, on s'est adapté aussi par rapport à la crise. Bollywood, c'est le nom qu'on donne généralement au cinéma indien. Je crois que c'est une contraction entre Bombay et Hollywood. Oui, mais dans ce melting pot, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Et nous, pour avoir créé Indian Cinema Events en 2003 et avoir travaillé pendant 16 ans à Paris avant de venir à Grenoble, on a fait les plus grands Bollywood Day, Bollywood Weekend sur Paris avec Trianon, les grands Rex. Et on était partenaire avec des très grands événements où on voulait faire connaître ce cinéma qui est surtout lié avec une comédie. C'est cette idée de comédie musicale, de 3 heures avec 5-6 chansons, avec des numéros de danse, avec des décors sublimes, magnifiques. C'est cette idée-là qu'on a. Mais c'est un petit peu cliché. Au bout de 20 ans, il faut qu'on comprenne que le cinéma indien, c'est également le cinéma indépendant, c'est le cinéma bengali de Satyajit Ray, qui était un favori de Cannes et puis oscarisé. Le cinéma d'auteur, mais le cinéma indépendant qui est en train d'arriver aujourd'hui. On a des cinéastes comme Anurag Kashyap qui ont été 3 fois à la quinzaine à Cannes. On a d'autres qui ont été à la Semaine de la critique. On a envie d'amener aussi ces jeunes cinéastes. Cette année, on s'est dit on va donner la parole à ceux à qui on n'a pas trop donné la parole jusqu'ici et on va prendre des courts-métrages. Et dans les courts-métrages, nous avons la sélection officielle en Ciné-Fondation à Cannes. Ces jeunes étudiants qui sortent des écoles de cinéma. Pour avoir vu ces étudiants à Cannes qui n'ont pas d'attachés de presse, qui n'ont pas les moyens de venir pour les 12 jours, on a sponsorisé la venue de certains de ces cinéastes il y a 3-4 ans et on voulait continuer à se dire on montre leur travail et on va continuer dans le festival à promouvoir également peut-être le premier long métrage. Donc on a envie de les accompagner puisqu'on sponsorise également la venue de jeunes cinéastes. Alors ces courts-métrages et puis ces échanges avec les réalisateurs sont tous en ligne sur la chaîne Indian Cinema Events. On va tout mettre sur Indian Cinema Events. Tout à fait, parce que c'est important pour nous de montrer aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très à la mode en Inde, c'est d'avoir des très grandes stars dans un tout petit court-métrage. Et c'est très intéressant puisque le court-métrage est vu autrement. Et puis, vous avez également les plateformes avec les grandes stars de Bollywood et pas que les grandes stars de Bollywood, mais ceux qui sont dans le cinéma d'art et le cinéma indépendant, à qui nous donnons la parole pour notre festival, à se dire, j'ai pas besoin d'avoir un fan following ou le star system pour exister, pour être une star pour Netflix ou pour Amazon. Donc la crise nous a aussi montré ce côté-là des choses et ces cinéastes attendent aussi d'aller dans les salles. Il y a une chose inverse qui est en train de se passer, puisqu'ils ont eu peut-être premier accès sur les plateformes pendant la crise et une deuxième accès vers les salles de cinéma après la crise qui va arriver.
Et donc, tout moyen est bon pour découvrir le travail, puisque en 2020, on a tous ces moyens. On a YouTube, on peut tourner sur un iPhone, et on a envie d'utiliser et faire connaître ces choses-là, puisqu'il y a des choses extraordinaires qui sortent de l'Inde. Donc, c'est important pour nous de se dire que l'Oscar est allé à un Coréen avec Parasite, que Asif Kapadia a été également nominé pour un Oscar. Voilà, on a des jeunes réalisateurs, des cinéastes, des producteurs qui ont accès à ces choses-là. Et donc, nous, on fait connaître... c'est une chance de pouvoir faire connaître ces films-là ici, pour nous. Et ben voilà, l'Oscar, le futur Oscar sera peut-être dans la programmation 2020. C'est du 15 au 18 octobre. Donc, on vous invite à vous connecter, notamment sur le site internet de l'association qui s'est affiché. Le cinéma indien, c'est plus de 1600 films par an. C'est une des plus grosses industries cinématographiques dans le monde, qui est peut-être pas très connue en France, à part, vous le disiez, le cliché sur les comédies musicales type Bollywood. Mais c'est l'occasion de mettre ça en avant à Grenoble pour cette 4e édition. Merci à tous les 4. Bonne saison à vous, puisque les événements se poursuivent. On en est très heureux. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. On parlera notamment des rencontres ciné-montagne qui, elles aussi, devraient se tenir dans les prochains jours à Grenoble. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.